Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat sur Canal 3 Télévision. Depuis sa création en 1945, le Conseil de sécurité des Nations Unies est présenté comme le cœur du système de sécurité collective internationale. Pourtant, à mesure que le temps passe, une question revient avec insistance. Le Conseil de sécurité répond-il encore aux exigences du XXIe siècle entre accusations, blocages récurrents liés au droit de veto, absence de représentativité réelle et incapacité à prévenir certaines crises majeures? L'institution fait face à une remise en cause profonde. Aujourd'hui, les critiques fusent. Un conseil figé dans une géopolitique de l'après-guerre qui ne reflète plus forcément les nouvelles puissances. Un droit de veto devenu symbole de paralysie, empêchant la communauté internationale d'agir dans des situations humanitaires ou sécuritaires dramatiques. Une légitimité contestée justement par les pays du Sud global, et en particulier l'Afrique qui ne dispose d'aucun siège permanent, une efficacité de plus en plus questionnée alors que les conflits contemporains se multiplient et se complexifient. Mais au-delà des critiques, une interrogation fondamentale s'impose. Faut-il réformer le Conseil de sécurité? Si oui, comment? Ou alors faut-il reconnaître simplement que le modèle actuel a atteint ses limites? Ce débat d'idées que nous ferons ce soir, justement, vise précisément à confronter les analyses, interroger les certitudes et explorer les pistes de transformation possibles. Nous aborderons sans détour les grandes préoccupations qui structurent ce dossier, la représentativité de la composition actuelle, le rôle et l'avenir du droit de veto, l'efficacité réelle du Conseil de sécurité face aux crises contemporaines, la faisabilité politique des réformes souvent évoquées, et puis enfin la question centrale, le Conseil de sécurité répond-il encore ou peut-il encore incarner un instrument crédible de gouvernance internationale? Autant de sujets sensibles, complexes, mais indispensables pour comprendre les enjeux d'un système international en pleine mutation. Eh bien, place au débat, au croisement de la diplomatie, de la géopolitique et des aspirations des peuples. Et comme invité, je suis avec des esprits jeunes qui explorent de plus en plus l'univers de la diplomatie et des questions de relations internationales. Je vais vous les présenter. En premier lieu, j'ai M. Martial Akoté. Il est analyste géopolitique. Monsieur Martial Akoté, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être sur vous. Merci d'être avec nous. Et puis à côté de vous, j'ai M. Michel Decampos, il est président d'IMDID, Bénin, analyste politique. Monsieur Decampos, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Et puis en face de vous, j'ai M. Siré Dia, jeune diplomate malien. Merci d'être au Bénin. Merci beaucoup et c'est un plaisir de me retrouver sur la terre africaine du Bénin. À côté de vous, j'ai M. Morgan Assoba Metondi, consultant en géopolitique, directeur du cabinet conseil Morgan Tröning. M. Assoba, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous ce soir pour faire ce débat que j'ai évoqué justement dans mon introduction. La toute première question, pour planter le décor, je voudrais commencer par M. Assoba. Le Conseil de sécurité créé en 1945 répond-il encore aux réalités géopolitiques de 2025? La réponse aux réalités de géopolitique de 2025 peut simplement être affirmative. Pourquoi? Parce que le système international tel qu'il est conçu et tel qu'il est pratiqué fait que tout ce qui est rejeté par le système meurt automatiquement. Il faut rappeler que l'Organisation des Nations Unies a succédé à la SDN, qui n'a même pas pu faire ses premiers pas, simplement parce que la SDN n'avait pas en son sein le consensus d'un certain nombre d'acteurs majeurs, dont les États-Unis. Mais on a observé que dès qu'on est passé à l'Organisation des Nations Unies, avec la présence des États-Unis, avec un système du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 5 membres permanents qui, lorsque vous les regardez en matière de stratégie, poids économique, poids militaire, poids technologique, ils mènent le lead dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, en matière
d'actualité ou de nécessité, d'utilité du Conseil de sécurité ou bien de l'Organisation des Nations Unies, c'est oui, il y a tout au moins un aspect très important et qui est l'aspect même inhérent à la vie, le changement, la nécessité de mise à jour. Donc aujourd'hui, dans l'État, il est clair qu'on a besoin de penser à une mise à jour non seulement de l'Organisation des Nations Unies, mais du Conseil de sécurité. Je vais soumettre la même question à Michel Decampos. Est-ce que vous pensez justement que le Conseil de sécurité répond encore aux réalités géopolitiques de 2025? Alors, je pense que c'est une question qui peut être nuancée. Parce que lorsqu'on parle des réalités géopolitiques de 2025, je pense qu'il faut les regarder sous l'angle des différents acteurs majeurs de la scène politique internationale qui, d'une manière ou d'une autre, animent donc ces différentes situations qui se posent aujourd'hui en 2025. Et lorsqu'on observe cela, on se rend compte que, qu'on le veuille ou pas, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité se retrouvent dans une certaine mesure dans les gros sujets qui animent aujourd'hui la politique internationale, que ce soit en termes de conflits, en termes de situations d'urgence un peu partout dans le monde. Et donc, cela dénote du fait que leur rôle reste prépondérant, leur rôle reste majeur et convient parfaitement à la situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir réellement, lorsqu'on considère la capacité maintenant à effectivement agir pour répondre aux questions qui se posent, là c'est tout un autre débat. On va y arriver justement. Justement, il y a donc des points d'achoppement, des blocages qui naissent, des rivalités d'intérêts qui peuvent se poser. Mais lorsque l'on prend la question de façon stricte, oui, le Conseil de sécurité garde son utilité. Et vous savez, on a tendance à se focaliser davantage sur les blocages que l'on observe, mais sans se rendre compte que lorsque vous prenez dans le cahier de charge du Conseil de sécurité, il y a pas moins d'une 50aine de résolutions qui sont prises chaque année par le Conseil de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot, il y a du travail qui est fait. Lorsque vous savez tout ce qu'il faut faire pour voter une seule résolution, vous imaginez une 50aine par année sur différents sujets. C'est pour dire quand même que le Conseil reste pertinent pour quand même adresser un certain nombre de situations, de crises qui se passent un peu partout dans le monde. Marcel Acotier, vous êtes d'accord avec, je dirais, Decampos et M. Assoba? Je pense qu'il faut voir les choses avec pragmatisme et observer ainsi l'Organisation des Nations Unies, principalement le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il y a plusieurs crises dans le monde, on est bien d'accord, mais cela aurait été pire s'il n'y avait pas cette machine qui puisse canaliser les intérêts, la manière dont les acteurs sur la scène internationale s'entrechoquent par rapport aux différents intérêts, aux différents enjeux qui se situent aujourd'hui à plusieurs niveaux. Au niveau sécuritaire, au niveau climatique, au niveau des ressources qui manquent. Donc, sur tous les aspects, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de points de clivage. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les États ne s'entendent pas du tout. Mais comme on le dit, ne s'alignent pas. Oui, ne s'alignent pas. Mais là, nous avons une institution qui, malgré toute critique, arrive à canaliser l'ensemble de ses intérêts et à satisfaire en griffe tout le monde entier. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant, qu'il faut saluer. Maintenant, la question des blocages qui revient, c'est lorsque nous nous retrouvons en situation de justement ces 5 membres permanents qui voient leur intérêt fondamentalement menacé, que l'on observe la situation de blocage qui remet sur la table la question de l'efficacité du Conseil de sécurité. On va l'évoquer tout à l'heure. On va prendre aussi l'avis de M. Siré Dia, jeune diplomate malien, sur la question. Pensez aussi que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré le nombre d'années que nous avons derrière nous après la création du Conseil de sécurité, est-ce que cela répond encore justement aux réalités géopolitiques de 2025?
Moi, je vais rebondir sur cette question pour dire non, parce que les réalités de 1945 sont différentes des réalités de 2025. Pour vous, c'est une évidence? C'est une évidence, bien sûr. Donc, on reconnaît cette obsolescence de ce système des Nations Unies, mais qui a aussi besoin de refondation pour adapter aux réalités de 2025. Voilà. Alors, Morgane Assogba, M. Siré Dia a sorti le mot obsolète. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler justement de ce que le Conseil de sécurité est obsolète ou est-il simplement perfectible? Il faut dire que ce qui est obsolète sort du cadre d'utilisation homologué, c'est-à-dire du cadre d'utilisation actuel, mis à jour. C'est pour cela qu'on parle d'obsolescence. On utilise... Genre la date d'opération est dépassée. Oui. Et si quelqu'un l'utilise encore, on dit ben toi tu es encore, tu restes dans les temps anciens, reviens à ce qui se dit aujourd'hui. Alors, et dans ce cadre, on n'est pas dans ce cas de figure. C'est ça. Si par obsolescence on fait allusion au stricto sensu, non. Mais si par obsolescence, M. Siré Dia fait allusion à un besoin quelconque de revoir, pour ne pas dire de reconfigurer les paramètres du Conseil de sécurité des Nations Unies, on est tous d'accord, y compris l'institution elle-même, qui déjà nourrit beaucoup de débats dans le sens, même les débats sur la mise à jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour ne pas dire de l'ONU, ont démarré déjà en 1947. En 1947 déjà, vous aviez des États qui mettaient sur la table des discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies la nécessité de réformer ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au cœur de toute cette réforme réside la question épineuse qui est cette question du droit de veto et des saignements permanents pour ce qui est du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, il y a cette situation-là qui est pertinente. Et pour parler de blocus ou de paralysie de ce Conseil, l'histoire de l'ONU a montré que, à un moment donné, le Conseil de sécurité s'est retrouvé face à une situation où on pourrait parler de paralysie, mais cela a donné de façon très exceptionnelle la possibilité à l'Assemblée générale de prendre une décision. On parle de la résolution Dean Acheson, qui a permis au Conseil de sécurité de résoudre un problème. Et si vous regardez de près ce qui a permis à ce que cette résolution puisse être prise à l'Assemblée générale des Nations Unies sans poser un problème au Conseil de sécurité, c'est parce qu'aucun des 5 membres permanents n'avait de problème direct ou n'était lié directement à la crise à laquelle on assistait. Aujourd'hui, on a un problème, si on peut bien le mettre dans un cadre, de conscience de ceux qui tiennent la maison du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit des 5 membres permanents qui, à chaque fois qu'ils ont été impliqués dans directement une situation, ou indirectement surtout directement. Indirectement encore, ils essayent de trouver des arrangements. Mais quand ils ont été impliqués directement dans une situation de crise, il n'y a jamais eu de solution à cette crise. Je vois votre appétit sur la représentativité au niveau du Conseil de sécurité. On va y arriver. Alors, monsieur Siré Dia, pourquoi vous pensez que le Conseil est obsolète? Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui les réalités diffèrent de 1945 à 2025. On peut s'appuyer sur le mode démographique, on peut s'appuyer aussi sur le fonctionnement des États aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des réalités qui prouvent qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité est obsolète, donc qui nécessite vraiment la perfection, c'est-à-dire rentrer dans le cadre de la réformation. Donc c'est dans ce cadre-là que je parle de ça. Allez. On va évoquer à présent l'aspect composition et représentativité. En tout cas, ça fait partie des critiques les plus vieilles qui pèsent sur le Conseil de sécurité. Monsieur Michel Descampos, alors la composition actuelle, est-ce que cela reflète l'équilibre des puissances aujourd'hui? Alors, la composition actuelle, je pense que pour répondre à cette question également là, il faut nuancer. Parce qu'on entend beaucoup de choses et je pense qu'il faut savoir raison garder. Lorsque vous prenez le monde tel qu'il était en 1945, lorsque le Conseil de sécurité, les Nations Unies donc, ont été créés, et que vous transposez aujourd'hui à la réalité géopolitique que nous avons, citer
quand on observe un peu les États pris individuellement, lequel de ces États-là ne continue pas aujourd'hui d'occuper une place majeure sur la scène internationale? Vous prenez les États-Unis d'Amérique, tout le monde sait aujourd'hui quel est le rôle que jouent les États-Unis d'Amérique dans l'architecture internationale. Pareil pour la Russie, pareil pour la Chine, etc. La France, dans une certaine mesure, et le Royaume-Uni également. Donc, la question qui se pose lorsque d'aucuns estiment qu'il faille peut-être retirer une certaine prérogative à certains États, me paraît quand même assez discutable, parce que ces États-là en question, les 5 membres permanents, les 5 grands, comme on les appelle, continuent aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, de régenter les affaires du monde. Et effectivement, et ça on peut le concéder, il y a des émergents. Oui, en temps, il y a eu des nations émergentes. Et c'est même ce qui crée le débat. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que ces nations émergentes-là ont atteint le niveau même, je dirais... Est-ce que c'est pas trop demandé à ces nations que ces États en question avaient au moment où ils sont entrés dans... ou créé le Conseil de sécurité? Non, c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que si on ne fait pas ce débat-là, on va penser qu'il suffit juste d'être... Alors pour vous, ces nations n'ont pas encore atteint ce niveau? Oui, non, c'est un débat qui peut se faire. Non, mais sinon, je vous pose la question. Oui, effectivement. C'est pour ça que vous êtes dans cette position. Je pense qu'ils n'ont pas forcément... Et non, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est important de le préciser. Ceux-là qui siègent au Conseil de sécurité en tant que membres permanents aujourd'hui sont les vainqueurs d'une guerre. Et lorsque vous prenez les nations émergentes dont on parle aujourd'hui, je me demande si leur capacité militaire, réunie avec leur capacité économique, etc., peut permettre à ce que ces États soient en mesure de faire face à un conflit majeur de l'envergure de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc, c'est pour dire qu'il faut que la question soit analysée de façon beaucoup plus holistique pour interroger et observer les dynamiques intrinsèques à ces différents États-là pour mieux apprécier. Marcel a écouté Michel Descampos, c'est pas encore le moment. Je crois il a déjà commencé à développer une partie de la réflexion que j'entendais avancer. C'est justement par rapport à l'architecture internationale que nous connaissons aujourd'hui. C'est une architecture qui a été construite justement par ces 5 membres permanents qui venaient de vivre l'expérience difficile d'une guerre, d'une grande guerre, et qui ont vécu l'expérience, qui l'ont traversée, qui l'ont surmontée, et qui ont tiré des leçons de cette guerre. Et sur la base de ces notions, ces acteurs ont décidé de concevoir une architecture à leur mesure, à leur taille. Non, et sur la base de leur épreuve. Donc il faut espérer que d'autres nations connaissent, je dirais, le même parcours pour espérer avoir un équilibre. Mais vous ne pouvez pas concevoir quelque chose à partir de rien. Et vous ne pouvez que concevoir quelque chose qu'à partir de ce que vous savez, de ce que vous avez eu comme leçon. Et c'est ce qui explique aujourd'hui les standards imposés par ces grands, et qui ne pourraient pas être aujourd'hui comparés à ce que les États aujourd'hui réclament le droit de veto, qu'on retire ce droit de veto. Aujourd'hui, clairement, les États émergents sont dans leur droit de penser que nous avons suffisamment avancé, les choses ont suffisamment changé, désormais nous pesons dans la balance. Est-ce que c'est une erreur de jugement? Est-ce que ce n'est pas un fait? Non, ce n'est pas une erreur de jugement, pas du tout. C'est quelque chose qui est tout à fait normal pour ces États-là qui n'ont pas vécu l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, cette guerre à partir de laquelle on a conçu l'architecture. Bon, alors ici, il y a une école qui s'est constituée, M. Morgan Asogba, M. Siredia. Il faut vivre une expérience avant, comment on dit, d'espérer avoir droit au chapitre de l'équilibre. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Donc, moi, c'est que je pense juste que les Nations Unies doivent juste tenir compte aujourd'hui de l'évolution du monde, parce que ça ne reflète pas les réalités actuelles. C'est ça. Comme vous le savez, parce que aujourd'hui, l'Asie, si on prend l'exemple, aujourd'hui, l'Asie, l'Afrique et puis l'Amérique latine, aujourd'hui, en matière de démographie, en matière de l'économie mondiale, je pense qu'ils pèsent lourd. Ils n'ont pas connu la guerre. Donc, du coup, ils n'ont pas connu la guerre, mais ils pèsent lourd aujourd'hui. Selon Martial et puis Michel Descampos, ils n'ont pas connu l'épreuve. Oui, la lourde épreuve. Il se peut qu'ils n'ont pas connu l'épreuve de passé. Le Japon a connu la guerre. Oui, et pourtant, il se peut qu'ils n'ont pas connu exactement l'expérience du passé. Ils n'ont pas participé directement.
Mais quand même, on peut se dire aujourd'hui, on parle de l'adaptation, aujourd'hui, en 2025, que le système des Nations Unies doit s'adapter aux réalités actuelles. Donc, du coup, il ne doit pas oublier vraiment ces tendances-là, ces tendances nouvelles, c'est-à-dire l'économie mondiale et puis la démographie de ces parties du monde, l'Afrique, l'Asie et puis l'Amérique latine. Donc, ils doivent tenir compte de ça pour vraiment permettre à ces pays aussi d'avoir des voix ou peut-être d'avoir des droits de veto pour pouvoir participer au décisions. Monsieur Morgana Sogba, aujourd'hui, dans le débat à l'échelle internationale, on parle des nations émergentes, le Brésil, l'Inde et bien d'autres pays, la Turquie, l'Égypte, voilà. Et alors, ces pays qui aujourd'hui forcent le verrou, qui font l'effort d'être à un niveau, en tout cas à l'échelle internationale, et qui se retrouvent justement dans ce débat d'équilibre, est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire ou de le revendiquer? Ce que vous venez de dire et que vous illustrez est la raison pour laquelle on parle d'une nécessité de réforme. Parce que s'il n'y a pas de réforme, il y aura cassure. Il y aura cassure dès l'instant que les acteurs que vous venez de citer se rendent compte qu'ils ont la capacité non seulement économique, mais aussi stratégique et militaire de faire face à toute disposition visant à les contraindre de rester sous le système. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'aucun État, de façon objective, qui veut une place dans le système international ne peut se permettre de ne pas être à l'ONU. C'est pour cela que vous constatez que la plupart des États qui veulent être dans le système international sont tenus par la pratique de s'inscrire dans la logique des Nations Unies. Pourquoi? Parce que cet État a besoin d'économie, c'est-à-dire coopération économique. Cet État a besoin de partenaires stratégiques pour faire avancer ses idées et ses ambitions. Et cet État a besoin de ressources. Et quand on parle de ressources, la plupart des ressources, dans tous les sens, sont concentrées entre les mains de non seulement les 5 dont on vient de parler, mais surtout de leurs alliés aujourd'hui, parce que vous avez très bien fait de le souligner. Il y a d'émergence. Et la problématique commence à s'observer déjà au niveau des BRICS et au niveau de plusieurs accords stratégiques sur le plan militaire et technique. Et vous allez constater le comportement des 5 individuellement. Individuellement, on sait que la Russie a mené plusieurs démarches et plusieurs descentes vers l'Afrique et ailleurs. On sait que la Chine a renforcé son dispositif économique de coopération en Afrique. On sait que la France a tout fait, mais l'Afrique a décidé en partie de s'éloigner des accords avec la France. Mais la France a redoublé d'actions vis-à-vis de l'Asie et vis-à-vis d'autres sphères. C'est pour vous dire simplement que les 5 États qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui sont tous conscients du fait qu'il y a une nécessité de réforme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quel sens faut-il faire la réforme pour calmer les ardeurs des États émergents, pour que ces États émergents ne se constituent pas en une force qui pourrait servir de contrebalance dans le dispositif. Et c'est pourquoi vous allez constater aussi que ce soit la Chine et la Russie, les États-Unis, à des moments donnés, où la France ou même le Royaume-Uni sont obligés de tendre la main. On a vu le président Donald Trump inviter carrément le président Xi Jinping. On a vu le président Donald Trump s'asseoir autour d'une même table avec le président Vladimir Poutine. Donc, la transposition de tout ce qu'on peut observer comme coopération bilatérale influence le contenu qu'on a dans l'association des États qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies, avec pouvoir coercitif plus ou moins qui est donné à l'organe qui est considéré comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très rare de voir dans le dispositif international un organe qui a capacité d'agir en matière de coercition. Les résolutions des nations du Conseil de sécurité a priori s'imposent au système international. Et donc, c'est difficile de mettre de côté une telle évolution. Il va falloir nécessairement que les acteurs pensent à faire des réformes parce que, vous avez très bien fait de le souligner encore, les pays émergents estiment aujourd'hui qu'ils ont tout ce qu'il faut pour se retrouver à la table de négociation où ils vont passer à autre chose. D'où
la reconfiguration géoéconomique qui s'opère. Et là, c'est un plus qu'il ne faut pas négliger. Et en donnant l'exemple des brisques tout à l'heure dans votre argumentaire, est-ce que ce n'est pas justement cette situation de déséquilibre qu'on observe au niveau du Conseil de sécurité ou tout le système des Nations Unies qui n'a pas justement propulsé ces nations émergentes à se retrouver de ce côté-là? C'est clair que ça fait partie des éléments. Parce que quand vous vous retrouvez à une table de négociation où le dernier mot revient toujours aux mêmes personnes depuis environ 80 ans, vous commencez par vous poser la question de savoir à quoi vous servez dans l'association. Vous avez envie soit d'aller dans une autre association, étant donné qu'il n'y en a pas du tout de cette envergure, c'est la seule. Vous pensez à créer votre association. Et donc aujourd'hui, il y a ce malaise qui existe au sein de l'Organisation des Nations Unies, de la plupart de ces États qui ont réussi à faire un boom économique et un boom stratégique. C'est important que le leadership, pour ne pas dire le conseil d'administration de cette organisation, prenne conscience du fait que ces acteurs qui ne s'identifient plus de plus en plus à l'association sont capables de constituer un conseil d'administration ailleurs. Mais là, aujourd'hui, ils sont dépourvus de la capacité stratégique et technologique. C'est tout ce qui empêche aujourd'hui qu'on assiste à une autre organisation et à une cassure de l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, ce sentiment de déséquilibre crée des rivalités entre des groupes. Nous avons le G20 par ici, le G6 par là, les brisques de l'autre côté, et chacun de son côté, justement, comme on dit, essaye de mettre en place ce mécanisme de contrôle où on a droit de regard sur tout ce qui se passe dans pas mal de secteurs. Mais dans ça, le continent africain, moteur démographique et diplomatique, comment on fait pour que le continent soit représenté justement dans ce Conseil permanent de sécurité? Oui, avant de dire un mot sur l'Afrique, je voudrais préciser quelque chose. C'est qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que l'une des missions principales, ou sinon la mission principale du Conseil de sécurité, c'est d'agir en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pour cela que j'insistais sur le fait que le rôle de ces 5 grands, comme on les appelle, se joue principalement donc sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et donc, lorsque vous observez les crises que nous avons aujourd'hui, vous les retrouvez, qu'on le veuille ou pas, qu'ils soient acteurs directs ou indirects, vous les retrouvez tous impliqués dans ces crises-là. Et donc, c'est pour vous montrer une fois de plus leur mainmise sur l'architecture internationale. Donc, lorsque vous parlez d'organisation... Oui, parce que, tout, comme on le dit, tout concourt à la paix, l'économie politique, le changement climatique, donc ils sont partout. Lorsque vous parlez... Les industries qui fabriquent les armes, donc bon, voilà. Allez-y. Et oui, d'ailleurs, tout le monde, presque pratiquement tout le monde se fournit en armes chez l'un ou l'autre de ces 5 grands. Mais lorsque vous évoquez les émergents, les pays, les puissances émergentes, il faut quand même noter et observer que les regroupements auxquels on assiste, BRICS, etc., se concentrent beaucoup plus sur une meilleure, je veux dire, redistribution des richesses, répartition, des rôles, surtout des influences sur aussi. Mais sur le plan commercial et économique. Parce qu'ils estiment que le système mis en place tend à léser plus ou moins, ne profite pas à tout le monde. Donc, on met en place une architecture financière, économique, commerciale qui puisse être en mesure d'inclure les pays émergents et même les pays d'Afrique, puisque l'objectif également, c'est que l'on puisse penser à l'Afrique dans cette redistribution des rôles. Maintenant, pour en revenir à votre question sur l'Afrique, alors, le problème qui se pose avec l'Afrique, c'est l'éternel problème d'abord de notre capacité, nous-mêmes en tant que regroupement d'États. Si je prends le cadre de l'Union africaine, c'est déjà de savoir comment est-ce que cela pourrait se faire. Si on envisage par exemple que l'Afrique puisse intégrer ce Conseil de sécurité, et là c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec l'analyse de M. Assogba Metondi qui dit que la nécessité de réforme, elle est là. La question principale, c'est dans quel sens va la réforme. Parce que, je fais juste une parenthèse, si le Japon, qui au passage est une puissance aujourd'hui, économiquement parlant et militairement également,
estime devoir entrer au Conseil de sécurité et avoir un siège permanent, vous imaginez un Conseil de sécurité avec la Chine et le Japon ayant tous deux un droit de veto. Vous êtes certain, et un passé assez belliqueux. Plus qu'assez belliqueux. Donc c'est pour dire et ça continue d'ailleurs avec la récente déclaration de la Première ministre. Allez-y. Exactement. Donc c'est pour dire que la tâche n'est pas du tout aisée. C'est pour cela d'ailleurs que ça prend autant de temps, parce que les combinaisons qu'il faille faire, ceux-là qu'on pourrait faire entrer, c'est une grande question. Et l'Afrique... Vous pensez que la Chine pourrait torpiller cette progression du Japon, de voir le Japon comme membre de sécurité? Une chose est certaine. Cela pourrait être une menace. Oui, vous savez, tout pourrait dépendre, tout pourrait dépendre des objectifs, des orientations et de la géopolitique du moment. Mais une chose est certaine. Oui. Bon, pour moi, la réponse est claire. La Chine ne peut pas accepter ça. Et il n'y a pas que la Chine. Chacun a une raison. Voilà. On revient sur le continent. On revient sur le continent. Et donc, pour revenir sur le continent africain, comment on va s'y prendre si on nous offrait cette possibilité? Et c'est ce que j'essayais de dire. La première question qu'il faut se poser, c'est déjà de savoir qui est-ce qu'on enverrait là-bas. Puisque aujourd'hui, on s'entend pour dire que l'Afrique, selon le consensus qui semble être en train d'être trouvé, que l'Afrique pourrait avoir 2 représentants au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, qui est-ce qu'on envoie là-bas représenter l'Afrique? Quand on sait que l'Afrique, elle est diverse et que les différents regroupements régionaux que nous avons au sein de, donc, qui composent en elle toute l'Union africaine n'arrivent pas ou arrivent très peu à pouvoir faire face aux crises que nous avons déjà sur le continent. Et donc, il va falloir que nous puissions arriver à développer la capacité déjà au sein de l'Afrique de pouvoir montrer, faire preuve d'un certain leadership pour être à même donc de pouvoir justifier la légitimité que l'on puisse attribuer à tel ou tel État cette opportunité-là de représenter l'Afrique de façon permanente. Quand on sait très bien le clivage qu'il y a entre l'Afrique du Nord, par exemple, et l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, c'est des dynamiques qu'il faut observer et d'ailleurs qui font que le choix de ces 2 représentants-là pour l'Afrique pourrait être assez complexe à définir. Oui, monsieur Martial. Oui, justement, par rapport à cette question, si on me demande aujourd'hui si l'Afrique est prête à complètement briguer 1 ou même 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto, la réponse est claire, il faut être pragmatique, c'est non. Et pourquoi? Aujourd'hui, le fait d'être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est d'abord une responsabilité. Et on n'est pas suffisamment responsable sur le continent? Non, mais ça c'est tout un débat. Deuxième élément, c'est pour ça que je vous pose la question. Ce sont des moyens. Oui, d'abord sur la question de la responsabilité. Justement. On n'est pas suffisamment responsable sur le continent. Aujourd'hui, quand vous observez les États africains, la difficulté déjà à pouvoir s'entendre sur un certain nombre de questions se pose. Mais là, il faut trouver des États qui puissent représenter l'Afrique tout entière. On parle de 54 États avec tellement de diversité, tellement de difficultés à harmoniser les politiques aussi bien au niveau économique, au niveau militaire. Il y a des questions d'idéologie qui se posent encore aujourd'hui. Et donc, quand nous voyons toutes ces différences et la difficulté déjà pour les États africains eux-mêmes de pouvoir régler ces difficultés à l'intérieur de façon individuelle et pas de surcroît de façon régionale. Nous avons le cas de la CEDEAO qui fait un travail impressionnant, mais cette difficulté consiste de persister. Nous avons de l'autre côté l'Union africaine également qui est censée représenter cette vision de l'Afrique qui pourrait de façon idéale représenter l'Afrique au Conseil de sécurité. La manière dont l'Organisation de l'Unité africaine a été conçue, la manière dont cela a été pensé par les pères fondateurs représente effectivement cette Afrique unie qui pourrait parler d'une seule et unique voix sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, la difficulté à mettre en pratique, à réaliser cette vision est palpable. Et donc, quand nous partons de cette remarque, l'on se rend compte
aujourd'hui, évidemment, sur le point de la responsabilité, sur la scène internationale, l'Afrique n'est pas prête. Deuxième capacité, il insiste encore. Nous avons la question des moyens. Parce que, comme on n'est pas riche. Non, vous savez, la question de la responsabilité aussi va de pair avec les moyens, la capacité de pouvoir influencer. Les moyens, vous y mettez quoi? Aujourd'hui, le continent est défini comme étant l'un des plus riches au monde. Oui, justement, quand je parle nous avons la population la plus jeune. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? C'est justement en termes de moyens, de façon brute, nous avons tout. Hein, ça, c'est ce qu'on chante toujours, c'est ce qu'est la réalité. Mais comment est-ce qu'on organise tout ce que nous avons en termes de richesse, en termes de potentiel, je vais parler ici de potentiel, pour que cela puisse se traduire concrètement dans la réalité comme des éléments ou des moyens de puissance. Et c'est là que se situe la véritable préoccupation. Alors, Marcel Akouté a quand même fait un grand procès. L'Afrique, elle n'est pas prête pour être membre du Conseil de sécurité, c'est son avis. Donc pour moi je ne suis pas d'accord avec son avis parce qu'aujourd'hui l'Afrique... Vous pensez alors que nous sommes suffisamment responsables? Oui, on est responsable et puis on est prêt aussi à peser dans la balance. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a deux aspects aujourd'hui. Si on exploite l'un ou l'autre, je pense que l'Afrique pourra avoir facilement un siège au niveau du Conseil de sécurité. D'abord, premier critère, c'est quoi? Soit peut-être, comme il a dit dans son intervention, soit on prend chaque pays, comme l'Afrique, on peut le diviser en 5 blocs, nord, sud, est, ouest et puis centre. On peut prendre un pays, voilà, dans chaque bloc, qui va représenter l'Afrique. Okay. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on peut aussi se baser sur les aspects critères, par exemple sur les critères de sélection. C'est-à-dire on prend l'ensemble du continent, les 54 pays, voir quel pays est plus en paix, quel pays est plus stable. Donc en matière de critères, de stabilité. On peut choisir comme ça, ça c'est un. Est-ce que nous avons des baromètres sur le continent qui pourraient justement de façon, je dirais, libre et transparente, trancher sur la stabilité des États sur le continent? Cela va dépendre de ceux qui vont s'en charger. Mais on peut aussi peser sur l'aspect démographique. C'est-à-dire le pays le plus peuplé de l'Afrique aussi, on peut partir sur cette base. Et puis aussi, économiquement, quel pays pèse lourd aussi. Donc je pense que ça, c'est les critères qu'on peut mettre... Qui pourraient nous aider justement à voir quel pays... quel pays pourra représenter l'Afrique aux Nations Unies. Alors nous avons quelques critères. Alors avec la lecture de M. Siredia, population, puissance économique, contribution financière, mais aussi stabilité des États. D'abord, j'ai envie de prendre votre avis sur l'argumentaire de Marcel Akouté, qui pense que l'Afrique n'est pas suffisamment responsable pour être membre du Conseil de sécurité. Alors, je comprends M. Martial Akouté, surtout lorsqu'on fait certaines observations, mais je pense que M. Martial Akouté n'a pas tenu compte de ce qui fait ou qui explique qu'un État se retrouve au Conseil de sécurité avec un pouvoir de veto en tant que membre permanent. Ce n'est pas votre responsabilité. En matière de responsabilité, on peut en dire autant sur l'Afrique que sur certains États qui se retrouvent actuellement comme membres permanents du Conseil de sécurité. Et qui, selon en tout cas certains observateurs, ne sont pas des modèles à suivre forcément dans pas mal de secteurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. On pourrait aller plus loin. Oui, très loin. Et ce qui m'amène à rappeler que les États ne sont pas des êtres humains. Selon l'histoire des relations internationales, les États sont des États, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'émotions, ils visent leur intérêt. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'un État peut se retrouver ou s'est retrouvé à un positionnement de membre permanent du Conseil de sécurité, on l'a rappelé, ils étaient sortis d'une guerre, ils avaient gagné la guerre. Mais ce n'était pas que le fait de gagner la guerre. À l'époque, quand on parle de puissance économique, c'était eux. Quand on parle de puissance militaire, c'était eux. Et les vérités relatives à la capacité économique et à la capacité militaire, technologique, stratégique, comme étant des facteurs de l'hégémon, n'ont pas changé sur la scène internationale. Aujourd'hui, en Afrique, quel État a la capacité économique, stratégique, militaire,
technologique de s'asseoir à la même table et de prendre les décisions au même titre. Voyons sur la carte. Oui, mais déjà, je ne vais même pas aller sur la carte. Si, nous avons l'Égypte. C'est quand même... Non. Voilà. Il y a l'Égypte. L'Afrique du Sud. L'Égypte qui est soutenue militairement par les États-Unis. Économiquement par les États-Unis. Mais on vous dira aussi que les États-Unis sont soutenus aussi par l'Israël, quelque part. Non, les États-Unis ne sont pas soutenus par Israël sur le plan économique, sur le plan... Mais il y a un lien économique entre les deux États. Il y a une relation d'intérêt fondamentale, indissociable entre les deux. C'est ce qui fait que même quand Israël se comporte comme le Venezuela, entre griffes, les États-Unis ne diront jamais à Israël « remets-toi sur le droit chemin ». Pour de bonnes raisons économiques et militaires. Pour des raisons d'intérêt. Oui, intérêt économique et militaire. Non, pas économique forcément. Des intérêts avec Israël, c'est beaucoup plus des intérêts stratégiques. Et c'est beaucoup plus des intérêts technologiques. La stratégie technologique, Israël est le seul État, quand vous parlez de technologie, dans le monde entier, qui innove très régulièrement en matière de technologie militaire et même de pointe. Oui. Mais c'est ce dont les Américains ont besoin. Mais Israël n'a pas la capacité militaire de se lancer dans une guerre. Et c'est pour cela... Son appui, ce sont les Américains. Les Américains fournissent à Israël tout ce dont Israël a besoin pour être considéré comme un État à respecter. C'est-à-dire, si vous enlevez les États-Unis à Israël, Israël n'existe pas. Alors que Israël représente... Oui, c'est ce que je veux ajouter. Israël représente pour les États-Unis tout ce dont les États-Unis ont besoin pour toujours rester à la pointe de la technologie. Parce que si vous enlevez Israël des États-Unis, la Chine prend le dessus automatiquement. Vous enleverez Israël des États-Unis, la Russie, Taïwan, parce que Taïwan, c'est ce qui justifie la question de Taïwan comme n'étant pas partie de façon pratique de la Chine, mais de façon formelle. Tout le monde sait, même les États-Unis ont contribué. Il y a une résolution qui a quand même spécifié cela. Et ça, c'est encore notre débat. Voilà. Justement. Donc, vous voyez, Israël, il y a l'interdépendance, je suis d'accord avec vous, qui fait que les deux ne peuvent pas... on revient sur le continent, je donne des exemples. Les États-Unis peuvent se passer d'Israël. On va laisser les États-Unis et l'Israël là-bas. On revient sur le continent. Pour revenir sur le continent. Je citais l'Égypte, l'Afrique du Sud. Pour vous, l'Égypte ne fait pas le poids. Vous savez, la seule façon pour l'Afrique, d'accord, de faire le poids face aux décideurs du monde, c'est que l'Afrique s'unit. Je ne l'invente pas. Kwame Nkrumah l'a dit. Oui, justement, voilà. La question est posée. Comment on le fait? Thomas Sankara l'a dit. Decampos l'a évoqué, mais comment on le fait? Ça, c'est des discours, ça, c'est des théories. Comment on le fait? On se met ensemble, on se constitue en un État. Comment on fait? Non, vous savez, quand on dit ça, ce sont des discours, je pense que ce ne sont pas que des discours. On n'a pas réussi, il n'y a pas grand-chose en termes d'unité. On était là quand on a vu le sort de Libye, on était là quand on a vu beaucoup de choses sur le continent. Notre unité était où? C'est un peu comme l'Union européenne. C'était d'abord de la théorie. C'était des idées. Mais des idées qui ont été prises à cœur par des leaders à un moment donné. Et la ferveur et la détermination de ces leaders ont fait qu'on s'est retrouvé à avoir une entité. Je laisse l'Union européenne et je reviens même aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle des États-Unis d'Amérique. À la base, c'était pas 54 États. Bon, quelqu'un avait rêvé les États-Unis d'Afrique. Il n'a pas fait que rêver. Et c'est là où je reviens à notre continent. On a des personnes qui ont rêvé les États-Unis d'Afrique. Et nous en avons d'autres qui ont fait échec à ce rêve. Mais non, ceux qui ont rêvé n'ont pas su impulser la nécessité d'action ou n'ont pas su convaincre les autres d'agir dans le sens de cette institution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés par rapport à la capacité de l'Afrique à pouvoir se retrouver à la table. Et comment on fait? On se retrouve dans un leadership exceptionnel. D'accord. Un leadership qui éloigne la corruption. D'accord. Nous sommes dans deux hypothèses. Si nous avons du mal à nous mettre ensemble et parler d'une même voix, et que, un peu comme Decampos l'a proposé, on nous offre la possibilité d'avoir deux places sur notre continent, quels sont les pays, sur la base de la population, de la puissance économique, contribution financière, stabilité, qui pourraient quand même nous représenter? Et c'est en cela que je donnais les exemples pêle-mêle, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Éthiopie, voilà.
Oui, je pense que si on prend la question sous cette perspective-là, les exemples ne manquent pas. Vous faites très bien de citer... Excusez-moi, le Bénin. Tout à fait. Alors, vous faites très bien de citer ces États-là. Oui. Au moins, nous jouissons d'une stabilité. Relativement à d'autres États. Le Bénin, c'est quand même un exemple de stabilité politique. Depuis 90. Oui, politique dans une certaine mesure, on peut le Vous le nuancez? Non, on peut le considérer. C'est pour dire que si on doit prendre la question sous cet angle-là, effectivement, on verra qu'il y a pas mal d'États sur le continent qui ont la capacité, si on se... Aidez-moi à les nommer. Oui, vous avez commencé déjà par... Non, moi j'ai donné... vous êtes spécialiste. Moi je peux me tromper. L'Égypte, vous avez dit le Maroc, comme Syrie, Kenya, etc. Si vous permettez, moi je reste sur le point qu'on n'a pas encore la capacité. Même en tant qu'État. Même en tant qu'État, d'accord. Surtout. Donc, vous plaidez plutôt pour l'unité. Je ne plaide pas, c'est un fait. Aujourd'hui, de façon pratique, scientifique, si l'Afrique veut avoir son mot à dire, l'Afrique doit harmoniser ses positions, l'Afrique doit harmoniser son économie, l'Afrique doit harmoniser sa puissance militaire ou stratégique. Alors, si on est conscient de ça, pourquoi nous avons autant du mal à nous mettre ensemble? Sur la question de la monnaie unique, nous avons échoué, même dans la CEDEAO, et bien d'autres sujets. Pourquoi on traîne ce problème depuis des années? Il y a eu tellement de rapports, finalement, nous sommes là. Oui, justement, nous en sommes là. Et votre question, je pense, elle met en lumière ce qui se passe sur le continent. Et elle montre toute la difficulté. Oui, moi j'ai voulu entrer dans votre dynamique en essayant d'esquisser ou de montrer. Je vois bien votre gymnastique. Mais pas pour dire que non, mais pas pour dire qu'ils en sont capables. Nuance. Il y a, je l'ai dit, il y a des États qui parmi leurs pairs se mettent, comment on dit, stand out, se mettre au devant. Si on les compare à leurs pairs. Mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'à l'heure actuelle, on peut vraiment leur confier une telle responsabilité eu égard de nombreux autres facteurs. Et pour le dire, je pense qu'à ce stade, comme l'a dit M. Assoba-Metonji, l'essentiel pour l'Afrique aujourd'hui, c'est indiscutablement que l'on puisse être en mesure de parler d'une seule voix. Parce que vous imaginez la RDC, le Rwanda, l'Algérie, le Maroc, quand vous observez un peu les clivages, les crises intra-africaines, mais c'est une question également, on les voit dans l'Union européenne, aux États-Unis, un peu partout. Vous n'avez pas... On a des voisins difficiles, mais quand même qui arrivent à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets en termes de coopération internationale. Oui, mais quand on prenait l'Union européenne, à part la Hongrie qui, de temps en temps, essaie de faire des siennes, citez-moi des États où il y a vraiment des crises aussi ouvertes, violentes, parce que là on est en train de parler de conflits armés, où lorsqu'un État accuse son voisin de déstabilisation, on n'est pas dans le même ordre d'idées. Donc c'est pour dire qu'il faut d'abord que nous soyons en mesure de régler ces difficultés-là que nous avons à l'interne. Sinon, le représentant ou l'État qui sera désigné, qui serait peut-être désigné comme représentant de l'Afrique, je ne vois pas d'abord vraiment comment est-ce que cet État-là pourrait valablement représenter le continent quand on sait que le continent n'a pas de politique étrangère commune. Et là, déjà, c'est un problème. Parce que la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, agit non seulement pour la France, mais agit également pour l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Comme chef de file. Autrefois. C'est pour dire donc qu'il faudrait que nous commencions à pas réfléchir autrement avant d'envisager une telle perspective. On n'a pas de politique sur aucun domaine pratiquement. Chaque État pratiquement fait ce qu'il veut en griffe de son côté. Mais lorsque vous voulez aller au Conseil de sécurité pour gérer les affaires du monde, c'est de cela qu'il s'agit, il faudrait quand même démontrer une certaine capacité à pouvoir être représentatif de la région, ou en tout cas si on doit attribuer un siège à l'Afrique, représentatif donc de l'Afrique, et pouvoir être en mesure de défendre valablement les intérêts de l'Afrique. Parce que ça c'est le minimum qu'on puisse... On retient qu'il n'y a que M. Siredia qui soit optimiste, en tout cas sur le plateau, sur la question. C'est vrai. Et puis je suis optimiste. Mais je suis d'abord scientifique pour pouvoir nourrir un optimisme constructif. J'ai reçu un message tout à l'heure, on me dit qu'on n'a même pas fini avec les questions du coup d'État et on veut aller aux Nations Unies.
C'est un très bon message qui vient appuyer ce dont on parle. Parce que, au fait, le coup d'État en lui-même n'est pas un problème. Il peut être perçu et doit être perçu comme un indicateur de la capacité de l'institution étatique à pouvoir se mettre dans une posture de développement. Vous savez, il y a ce qui crée les coups d'État peuvent être rassemblés sous 3 ordres. Le premier ordre, c'est un malaise profond qui peut exister entre le leadership en cours et l'armée. Le deuxième ordre, c'est une distance énorme, un fossé qui existe entre les réalités du leadership et la population. Et le troisième ordre, et c'est ce que la plupart du temps les institutions écrivent dans leurs documents, c'est lorsqu'il n'y a pas bonne gouvernance. Si vous vous retrouvez dans un cas où il n'y a pas bonne gouvernance, vous êtes facilement dans une tendance de vous retrouver à faire face à un coup d'État. Mais on traite la question beaucoup plus comme un problème spécifique. On va évoluer sur d'autres questions, notamment le droit de veto. On va essayer de voir est-ce que c'est un instrument de stabilité ou de blocage. Avec M. Martial à côté, dites-nous, le veto est-il encore pertinent dans un monde de plus en plus multipolaire? Mais il faut dire que le veto n'a pas perdu son importance et son rôle capital, parce que pourquoi cela a été institué? Il faut comprendre déjà l'essence de l'institution de ce mécanisme qui est censé protéger le système lui-même, le système des Nations Unies et le fonctionnement du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on a pu observer qui a donné naissance aux Nations Unies? C'est bien sûr la faillite de la SDN qui visiblement n'avait pas en son sein des acteurs qui soient capables de pouvoir soutenir les décisions qui sont prises et de pouvoir maintenir cet équilibre. Alors, puisque l'on a eu cette expérience, les 5 membres se sont dit, pour que les activités puissent avancer comme nous le souhaitons, il faudrait qu'à partir de moment, nous soyons tous d'accord pour que la capacité de nuisance relative à un État ne puisse pas remettre en cause les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour assurer et continuer à maintenir cette stabilité au niveau international. Sinon, si ce droit de veto n'avait pas existé, je suis plus que convaincu qu'aujourd'hui, on serait en train de parler des Nations Unies au passé, tout comme on l'a vu au niveau de la SDN. D'accord. Alors, je tourne mon regard vers M. Siré Dia. Est-ce qu'il faut encadrer, limiter ou supprimer le droit de veto? Je pense qu'il faut juste cadrer et adapter. C'est là qu'on parle aussi de la place de l'Afrique, parce que si tu vois qu'il y a trop de débats autour du droit de veto, c'est parce que depuis le début, il n'y avait que les 5 qui ont droit à ça. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre, dans le processus de réadaptation des Nations Unies aux réalités du monde, je pense qu'il faut quand même essayer d'adapter ce droit de veto et puis donner la possibilité à certains États, comme on l'a dit, comme l'Afrique par exemple, d'avoir un droit de veto pour vraiment maintenir cet équilibre entre les nations. Michel Descampos, quelle est votre lecture de ce mécanisme, le droit de veto? Alors déjà, pour comprendre ce mécanisme, il faut aller un peu plus en avant ou en arrière, si on peut le dire ainsi, pour comprendre pourquoi est-ce que ce mécanisme-là a été institué au niveau donc, des Nations Unies. Vous savez, les États-Unis d'Amérique s'en sont voulus de n'avoir pas participé, de n'avoir pas adhéré à la SDN, et ce qui, à la suite, donc, a fait capoter l'aventure à l'époque. Et donc, pour se rattraper de n'avoir pas adhéré à la SDN, ils ont mis en place l'architecture des Nations Unies, mais ont pris le soin de négocier l'institution du droit de veto. Et je vous le dis, le droit de veto est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique sont membres des Nations Unies. Si vous enlevez le droit de veto des Nations Unies, ou si vous le distribuez à tous ceux-là qui en veulent aujourd'hui,
vous perdez les États-Unis d'Amérique. Et parce que le système a été conçu... On peut imaginer que pour eux, il n'est pas question d'encadrer ou de limiter ou de supprimer. C'est là justement tout l'enjeu. Donc, tout État qui va introduire une réforme qui voudrait annuler le droit de veto aura les États-Unis sur son chemin. C'est évident, c'est clair, parce que si vous enlevez cette capacité-là, c'est pour cela qu'on dit que les 5 membres permanents ont un pouvoir extraordinaire. La Charte des Nations Unies, qui est censée être la garante de l'égalité souveraine des États sur la scène internationale, a elle-même consacré une inégalité qui fait que 5 États ont un pouvoir suprême de blocage et de dire non. Sur les autres nations. Sur les autres nations, ce qui fait que la notion même d'égalité souveraine reste à discuter, reste à débattre. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, l'adhésion, la capacité, la présence des États-Unis au sein de cette institution est soutenue par le droit de veto, par cette capacité-là à pouvoir faire blocage lorsque les intérêts individuellement ou les intérêts d'un allié, Israël par exemple, ne sont pas pris en compte. Et donc si on veut aujourd'hui réformer un tel système, aujourd'hui on entend beaucoup de choses, on entend la suppression, ce qui pour ma part serait quasiment signer la mort, la fin de l'ONU, des Nations Unies, tout simplement parce que imaginez-vous un système où des États ont la capacité, la possibilité d'imposer des résolutions qui seraient contraignantes pour les États-Unis d'Amérique. Je pense que ce serait un peu le monde à l'envers, si on s'en tient à la géopolitique actuelle. Et donc tout ceci fait que la question du veto est une question assez sensible, extrêmement sensible, qui fait beaucoup couler dans le Mais pendant ce temps, M. Morgan Assoba, est-ce que le veto favorise justement des situations de paralysie face aux crises que nous connaissons dans le Sahel, l'Ukraine, le Gaza, et voilà? Oui, l'histoire nous a montré que le veto peut et est parfois, pour ne pas dire régulièrement, une opportunité de paralyser le Conseil de sécurité. Mais c'est une paralysie institutionnelle. C'est la raison d'être du veto. Pouvoir paralyser pour que les relations internationales soient maintenues. J'aime toujours prendre l'exemple, quand j'ai l'opportunité de me retrouver devant certains étudiants, du Conseil de sécurité comme étant une maison où vous avez vos 2 parents, vous êtes l'enfant, vous avez vos 2 parents qui fixent les règles de la maison et disent personne ne revient à la maison après 22 heures. Et subitement, c'est papa qui revient à 1h du matin. Alors vous faites quoi comme enfant? On lui applique la règle. Vous avez essayé ça? Vous avez entendu un enfant essayer ça? Moi j'ai entendu dans d'État dire, en tout cas à des sages, que quand l'enfant grandit dans une maison, il a la possibilité de dire aux aînés, justement, certaines règles, certaines lois. Il a la possibilité de dire, mais et c'est pour cela qu'il y a un âge pour rester dans la maison. Enfin, vous commencez si à un certain âge vous êtes encore à la maison, on vous demande gentiment de partir, parce qu'il ne peut pas y avoir de chef. Voilà, vous avez entendu. Mais dans les exemples que vous évoquez, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est pour simplement vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec les règles de la maison, vous sortez de la maison, vous allez prendre votre maison et vous fixez les règles qui vous sied. Mais tant que vous êtes dans la maison, et on a déjà entendu ça plusieurs fois, vous et moi certainement, absolument. Tant que vous êtes dans cette maison, vous respectez les règles de la maison. Et c'est ce qui se passe. Les 5, c'est eux qui font la police. Et c'est eux qui ont la capacité de sanctionner économiquement. Et c'est eux qui ont aussi la capacité de résister aux sanctions économiques. Vous avez constaté, la Russie a été sanctionnée économiquement par tous les États du Conseil de l'Organisation des Nations Unies qui se retrouvaient à l'Assemblée Générale pratiquement. Mais la Russie a résisté et a dit niet. Les États-Unis ont vécu des situations difficiles pareilles. Et donc, vous avez ceux qui ont toutes les capacités et qui constituent même l'aspect coercitif du Conseil de sécurité, c'est eux qui ont ce droit de veto. Et donc, tant qu'eux, ils ont la possibilité de bloquer, ils restent. Mais quand ils ne l'ont pas, ils partent. Et si un seul s'en va, le système devient bancal. Et il aura du mal à fonctionner.
C'est un peu ça la problématique aujourd'hui et qui doit être réglée. Mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle du pouvoir stabilisateur du droit de veto. Parce qu'on a souvent l'impression, on le dépeint comme un instrument de blocage, un instrument... Oui, parce que dans pas mal de dossiers quand même, on a vu comment avec le droit de veto, on n'a pas pu faire avancer cette question. Oui, justement. Et c'est cela qui permet à l'institution de rester stable et de ne pas voler un éclat. C'est un paradoxe, c'est une situation assez paradoxale, mais qui permet à ce que 80 ans pratiquement après la création, contrairement à la SDN qui n'a pas fait ou qui a fait long feu, on continue de parler des Nations Unies parce qu'il y a ce pouvoir-là qui permet à ce que les relations internationales soient stabilisées ou lorsque je ne suis pas d'accord, je ne me fais pas imposer quelque chose contre quoi je ne suis pas d'accord et qu'on puisse maintenir un certain équilibre des relations et aller discuter de nos différends dans d'autres cadres. Donc, je pense que c'est un mécanisme... C'est aussi quand même l'objectif de cette émission parce que parfois, cette réflexion qu'on fait sur l'usage du droit de veto ramène justement le débat sur la crédibilité, l'efficacité du système des Nations Unies, et quand on estime qu'avec le droit de veto, on peut empêcher justement l'organisation d'avancer. Et c'est pour ça qu'on va évoquer maintenant dans cet aspect l'efficacité, la crédibilité du Conseil de sécurité. Oui, monsieur Soba, si vous permettez rapidement, en fait, le thème droit de veto est un thème qui aussi introduit la confusion. C'est pas un thème qui appartient au droit international. Le droit international ne peut pas cautionner le droit de veto. Le droit de veto est un thème purement des relations internationales. C'est-à-dire qui met en exergue les rapports de force entre les puissances. Et donc c'est ça aussi qui sème la confusion. Parce que quand les gens entendent droit de veto, ils pensent que c'est du droit international. Alors que ce n'est pas de façon objective et fondamentale le droit international. C'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, à la lumière des conflits, je dirais... Des conflits justement que nous avons sur dans pas mal de pays, sur plusieurs continents. Est-ce que le Conseil de sécurité, selon vous, est-il incapable de prévenir justement ou de résoudre ces conflits majeurs? Oui, on va y aller avec M. Marcel Akouté. Je pense que le Conseil fait un travail impressionnant dans ce domaine, du fait que il y a un certain nombre de crises dont vous et moi nous n'entendons jamais parler parce que cela a déjà été réglé très tôt. C'est ce qui a dépassé le règlement ou la prévention que l'on essaie d'observer aujourd'hui sur la scène internationale et qui visiblement peut être l'élément dont nous pouvons nous servir pour apprécier le travail de ce Conseil de sécurité. Et donc aujourd'hui, il faut observer avec le regard d'expert, il faut comprendre que l'institution en elle-même fonctionne, prévient un certain nombre de conflits, de difficultés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assisté à un conflit majeur. Il n'a pas fallu tous ces éléments, tous ces conflits-là pour que très rapidement l'on se retrouve dans la Seconde Guerre mondiale ou même un peu avant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a ce rôle de stabilité qui se joue et cette efficacité du Conseil de sécurité, sa crédibilité peut être évaluée à l'aune de tout ce qui est fait, non seulement sur les aspects économiques, sur les aspects sécuritaires, qui n'impliquent pas forcément directement les intérêts des membres permanents. Et c'est là que se situe la véritable préoccupation. À partir du moment où les intérêts des membres permanents sont touchés, ça devient difficile de régler ce conflit. Mais tous les conflits qui, dans leur règlement, n'ont pas rencontré la difficulté fondamentale de voir l'intérêt direct d'un membre permanent se retrouver dans le jeu à une résolution très rapide parce que nous avons les moyens de prendre la décision, nous avons les moyens d'imposer cette décision. Alors, Michel Descampos, vous avez évoqué tout à l'heure que le rôle, ou je dirais même la raison d'être du Conseil de sécurité, c'est de travailler pour la paix dans le monde. Mais le constat est qu'aujourd'hui, les armes, ça siffle un peu partout. Oui, les armes, ça siffle un peu partout. Et lorsque vous observez les différents acteurs qui sont impliqués
là où ça siffle, vous vous rendez compte, comme je le disais, qu'il y a toujours des membres permanents qui sont quelque part en cause ou en jeu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, oui, effectivement, le Conseil de sécurité, je l'ai dit au début, vote pas mal, pas moins d'une cinquantaine de résolutions par année. C'est pour dire qu'elle agit effectivement sur un certain nombre de questions. Donc, on arrive à avoir des consensus, on arrive à avoir des résolutions, on arrive à avoir des règlements de certain nombre de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Ça voudrait dire donc que ça fonctionne dans une certaine mesure. Mais là où ça ne fonctionne pas, est la raison pour laquelle nous avons des crises qui continuent, Ukraine, Gaza, etc., Syrie, la RDC, Libye, le Rwanda, Soudan, etc. C'est pas Somalie, c'est parce que vous avez quelque part l'intérêt fondamental, l'intérêt vital, l'intérêt national d'un État membre permanent du Conseil de sécurité qui est directement en jeu, ou peut-être indirectement en jeu. Donc ça fait que cet État-là, par donc la capacité donc du veto, empêche toute résolution qui ne va pas dans l'intérêt de son État. C'est là où nous en sommes et c'est la raison pour laquelle la situation que vous dépeignez aujourd'hui avec les crises qui se multiplient continue de prévaloir. Lorsque vous allez vous en rendre compte, lorsqu'on arrive à une situation où, pour une raison ou une autre, et observez bien ce qui a pu se passer avec la Syrie, par exemple, où du jour au lendemain, à cause d'un basculement de géopolitique, vous avez observé que la situation a drastiquement changé et le soutien qu'apportait la Russie, par exemple, au régime Bachar al-Assad a totalement disparu et ça a permis à ce que les choses se passent comme elles se sont passées. Vous avez vu aujourd'hui que la Syrie est en train de revenir sur la scène internationale et que la Russie semble accompagner ce mouvement-là. C'est pour dire donc que tant que la situation géopolitique actuelle reste figée, on ne peut pas avoir de règlement dans l'immédiat. Il va falloir peut-être que les contradictions puissent à un moment donné se taire, se résoudre pour que l'on puisse avancer vers des solutions à ces différents conflits. Morgan Asoba, j'ai en tête cette image d'un Donald Trump qui, à la tribune des Nations Unies, se vante d'avoir réglé à lui seul un certain nombre de conflits pendant que l'ONU n'a rien fait. Est-ce que cela ne témoigne pas justement de ce qu'aujourd'hui nous avons une organisation inefficace? Alors, l'organisation n'est pas... Vous avez entendu ce discours de Trump, hein? Oui, je l'ai entendu. Et qu'il méritait même le Nobel de la paix. Oui, et il continue de le revendiquer. Voilà. L'organisation n'est pas efficiente. Elle n'est pas efficiente. Et son manque d'efficience est perçu par un certain nombre de personnes, et surtout les citoyens, les populations, comme un manque d'efficacité et même une obsolescence, au fait. Les adjectifs qualificatifs dépendent de celui qui l'emploie. Non seulement qui l'emploie, mais qui regarde l'institution. C'est ça. Et nous, les États africains en général, ou bien les populations africaines, on ne voit pas au jour le jour l'impact. On ne sent pas l'impact de tout ce qui est dépensé comme milliards aux Nations Unies dans nos vies. Et donc, c'est tout à fait logique, hein, si on doit se fier à cela, qu'on ne trouve pas l'utilité. À part les casques bleus qu'on nous envoie. Voilà, et qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Et donc, il y a un problème de qualité ou de type de communication que les Nations Unies eux-mêmes utilisent, d'abord. Ensuite, il y a une question de poids. Vous savez, les Nations Unies, non seulement c'est une vision, maintenir la paix et la sécurité internationale, mais c'est aussi une mastodonte financière. C'est-à-dire, si on nous donne le budget des Nations Unies, je pense que vous et moi, peut-être on va arrêter l'émission. On va se dire, mais écoutez, où est-ce que tout cet argent passe? Maintenant, où est-ce qu'on trouve tout cet argent? Et qui sont ceux qui bénéficient de cet argent? Et quand vous entrez dans les réponses à ces questions, vous comprenez que c'est tout un mécanisme et que la contribution de l'Afrique à la manne financière des Nations Unies est tellement infime que l'Afrique ne peut pas, dans un cadre objectif, dire qu'elle voit l'utilité, les populations disent qu'elles voient l'utilité des Nations Unies. Et aussi, il y a les attentes. Vous voyez, la plupart des États
où des populations pensent que quand on parle de maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est-à-dire, si vous avez un problème de sécurité, on vient, on va résoudre le problème de sécurité et c'est fini. Non, il y a des règles, il y a des principes. Et ce qui compte surtout, c'est la capacité de mobilisation des fonds et c'est aussi la capacité à pouvoir fournir des contingents, la capacité à pouvoir fournir les logistiques. Et ceux qui ont les logistiques et tout le reste, restent et demeurent ceux qui se retrouvent de l'autre côté. Avant d'évoquer l'aspect des réformes possibles, je vais voir avec Cyril Dia ce qu'il pense aujourd'hui du travail que fait justement le Conseil de sécurité, surtout pour trouver des solutions à ces conflits que nous avons dans le monde. Donc, je pense que, comme mon co-débatteur l'a si bien dit, aujourd'hui, les Nations Unies font un travail remarquable parce que depuis leur création en 1945 à nos jours, si on voit qu'ils existent toujours, c'est parce qu'ils sont essentiels peut-être. D'une part, même s'ils ont quand même quelques difficultés à résoudre certains conflits qui ne touchent pas directement aux intérêts des 5 grandes puissances. Mais quand même, je pense que de façon générale, ils jouent quand même un rôle essentiel dans le maintien de la paix dans le monde. D'accord. Allez, M. Michel Descampos, s'il devrait y avoir réforme, si aujourd'hui on doit réformer le système des Nations Unies, on va commencer par où? C'est une grande question que vous posez parce que même les experts aux Nations Unies depuis plusieurs décennies n'ont pas encore trouvé la solution. Les réformes, comme on le disait tout à l'heure, ça dépend vraiment de l'orientation qu'on veut y donner et de ce que l'on veut réellement réformer. Est-ce le droit de veto? Est-ce la composition des membres permanents, des membres non permanents? Donc tout va dépendre de l'orientation que l'on veut donner à cette réforme-là, à cette réorganisation, et également des objectifs que l'on vise en voulant est-ce que l'idée même de réformer, est-ce que vous pensez que cela pourrait être accepté? Aujourd'hui, ça tient lieu peut-être d'une utopie pour certains que d'un réalisme. Non, l'idée de réforme, je pense, elle est tout à fait valable. Elle s'entend parce que une organisation, vous savez, c'est un cycle institutionnel. Une organisation est amenée, lorsqu'elle traverse un certain nombre de cycles de vie, est amenée à pouvoir se réinventer, à pouvoir s'adapter d'une manière ou d'une autre, qu'elle veuille ou pas, à pouvoir tenir compte des réalités de son temps. Et donc, la question de la réforme est pour ma part nécessaire, essentielle. Maintenant, quel est le contenu qu'on veut donner à cette réforme-là? Qu'est-ce qu'on veut réformer? Et quels sont les secteurs? Parce que lorsqu'on parle des Nations Unies, il ne s'agit pas que des conseils de sécurité. C'est l'organisation tout entière. Et donc, quels sont les aspects auxquels l'on veut toucher? Parce qu'on a tendance à se focaliser. De votre lecture, quelles sont les idées que vous avez, les idées de réforme que vous avez Non, les idées de réforme, déjà pour ma part, si l'on prend le Conseil de sécurité, et soit dit en passant, je voudrais faire une parenthèse pour dire que les Nations Unies font face au même procès qu'on fait à la CEDEAO, c'est-à-dire ce procès-là que les Nations Unies ne sont pas efficaces parce qu'on ne sait pas tout ce qui se fait. Et il faut quand même dire que dans les Nations Unies, il n'y a pas que le Conseil de sécurité, il y a bien d'autres. Il y a des agences spécialisées qui travaillent dans qui font le travail, l'éducation, la culture, etc. Et qui font quand même pas mal de résultats qu'on ne voit pas forcément et sur lesquels on ne communique pas suffisamment. Même procès donc qui se fait souvent à la CEDEAO qu'on estime être ne plus valoir la peine d'exister. Et donc pour revenir aux réformes qu'on pourrait avoir, peut-être on pourrait revoir un peu l'architecture si on se limite au niveau du Conseil de sécurité, revoir peut-être l'architecture de la composition. On pourrait passer de 5 à 10, pourquoi pas, ou peut-être augmenter. Mais en fait, vous savez, le système a été pensé parce que plus vous avez des acteurs, on multiplie la rivalité, les risques de blocage et de paralysie. Et donc, en fait, c'est une question assez complexe. Et parce qu'en rajouter d'autres qui sont non moins essentiels, non moins pertinents, des pays comme si l'on prend en Europe, l'Allemagne par exemple, qui est peut-être le
Portugal, l'Italie, ou je ne sais pas, ou si on prend l'Asie avec les pays émergents de l'Asie, mais plus vous allez augmenter, plus vous allez accroître le nombre de membres de cette institution, plus vous allez augmenter les risques de blocage parce que ça va rendre plus difficile la décision. Vous savez, en matière de prise de décision, de technique de prise de décision, plus vous avez d'acteurs impliqués dans le processus décisionnel, plus vous avez des difficultés à pouvoir avoir rapidement une décision à prendre. Donc, tout ceci doit être, pour ma part, mis dans la balance. Et maintenant, si l'on tend véritablement, ou si l'on tient absolument à réformer au niveau donc des membres permanents, par exemple, je donne un exemple, même si je ne sais pas encore où est-ce que ça va aboutir. On pourrait peut-être penser, c'est une idée, on pourrait penser à un système de membres permanents rotatifs, c'est-à-dire les 5 permanents sont là et vous avez peut-être des membres permanents qui sont élus, comme ça se fait au niveau des membres non permanents et qui ont le même pouvoir que les membres permanents pour un temps donné, et ça se fait de façon rotatoire. Et puis c'est une idée, c'est une hypothèse, et voilà. Donc c'est pour dire que la question n'est pas du tout... On va prendre l'avis de Marcel Akwiti sur la question. Non, mais sur la question de la réforme, ce qui est certain, on a besoin de réforme. Maintenant, quelle réforme pour servir quel objectif? Ça, c'est toute une question qu'il faudra analyser, parce que les mises à jour, comme cela se fait, se font sur la base des remarques, des observations, des évolutions et des objectifs que nous voulons servir désormais. Mais qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, par exemple, sur l'idée d'une réforme? Par rapport aujourd'hui, ce qui est greffe sur le système bancaire. Oui, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a... de nouveaux acteurs. Quand je parle de nouveaux acteurs, ce sont des acteurs qui ont suffisamment atteint un certain niveau sur différents aspects économiques, militaires, qui aujourd'hui doivent trouver l'opportunité de pouvoir peser dans la balance, pas forcément comme les 5 membres permanents, mais que leur avis, qu'ils aient un pouvoir, une certaine autorité dans les décisions qui sont prises et qui les affectent directement. Et la réforme va se situer peut-être à ce niveau. Il n'est pas, je ne serai pas en mesure de dire très concrètement ce en quoi va consister la réforme, mais l'un des objectifs que ça peut servir serait de satisfaire ces acteurs-là qui, plus on avance, plus les réformes ne sont pas opérées, plus ça engendre de frustration, et plus nous allons assister à des situations de regroupement. Et qu'est-ce qu'on en sait? Les prochaines fois, on peut avoir ce mouvement de bloc qui se forme encore, et on se retrouve dans un conflit à ne point fini. Si vous permettez, je vais vous choquer. Pour ma part, la meilleure réforme qui puisse advenir, c'est cette réforme-là qui viendrait d'un système repris à zéro. C'est-à-dire quoi? Les Nations Unies telles que nous la connaissons aujourd'hui est issue d'une grande guerre. Il n'y a qu'une autre grande guerre qui puisse nous apporter un autre système avec des réformes. Vous m'avez vraiment choqué. Avec des réformes, oui, avec des réformes. Vous souhaitez parce que aucune réforme quel que soit l'habillage que l'on va lui donner ne pourra satisfaire tout le monde. Je vais laisser M. Morgan réagir sur votre proposition de réforme. Oui, M. Morgan. Parce que là, c'est... La réforme, on l'a déjà dit, elle est nécessaire. Ok, d'accord. Mais maintenant, le contexte de la réforme... Est-ce qu'il faut revenir dans les années 40 Incompréhensible, mais n'est pas forcément évident parce que le monde a évolué. Et aujourd'hui, le monde a tellement évolué que même si... Après, quand on écoute aussi les menaces à peine voilées ou parfois directes entre grandes puissances, on n'est pas non plus loin de ce que M. Michel Decampos parce que il y a 2 jours, on a vu le président russe dit qu'il n'a pas l'intention de déclarer la guerre à l'Europe, mais si pas méga de l'Europe aller plus loin, et justement, que lui était prêt tout de suite et maintenant. Il y a quelques années, on disait que la guerre était finie et que ça n'existait plus et que c'était terminé. Et vous avez vu,
entre l'Ukraine et la Russie. On a assisté... Allez-y. Oui, il n'y a pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Non, on voit une démonstration de force entre deux groupes stratégiques et qui se connaissent et qui travaillent pour leur intérêt de façon très stratégique. On aura l'occasion de faire notre débat de façon spécifique, parce que là, ce que vous avancez, voilà, on va y arriver. Maintenant, quand on revient à la réforme des Nations Unies. La réforme, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Maintenant, on n'a pas besoin de ce contexte, puisque aujourd'hui, la compétition, elle est économique, elle est technologique, et les États comprennent, même quand les États se menacent, vous allez constater qu'ils n'envisagent pas à réellement agir. Ils sont beaucoup plus dans la dissuasion aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Hier, ce n'était pas des menaces pour la forme, c'était des menaces qui étaient forcément suivies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte introduit par le président Donald Trump, on a l'impression de retourner à un monde où la force était l'outil principal des négociations. Donc, il faut une réforme. Maintenant, quel type de réforme? Il faut une réforme qui permet aux émergents de se sentir beaucoup plus appréciés dans le système des Nations Unies. Et c'est pour cela qu'on nous parle d'une proposition de 2 sièges pour l'Afrique, de donner 2 sièges. On ne donne pas un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout pas un siège d'État membre permanent. Non, c'est un siège qu'on prend, mais pas les armes. Forcément, il y a l'alternative par les armes, mais cette alternative n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que si les acteurs devraient utiliser cette alternative, ils mettraient tous fin au monde. Et ils en sont conscients. La plupart de ceux qui ont développé l'arme nucléaire savent que si tu actionnes ton arme nucléaire, j'actionne le mien, il actionne le sien, on est tous foutus, on est tous cuits. Ce qui fait que dans leur comportement, ils font tout pour ne pas en arriver là. Ils ne veulent même pas évoquer la question et ils demandent à leur vis-à-vis de ne pas évoquer la question, sinon ils vont montrer des muscles. Donc, l'option utiliser les armes pour en arriver n'est pas au rendez-vous. Mais il faut utiliser de la stratégie, de la méthodologie pour montrer au vis-à-vis qu'on est sur le même pied d'égalité. Et aujourd'hui, on a constaté de façon bilatérale ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Il y a quelque temps, tout le monde aurait dit que la Chine et les États-Unis allaient partir en guerre. Mais on a compris que les deux sont tellement conscients de la situation qu'ils se sont encore rassis autour d'une table, même si on sait que le résultat n'est pas là. Donc je pense qu'on est dans une dynamique où il faut le développement économique, il faut le développement stratégique, et il faut l'organisation et l'harmonisation avec d'autres forces pour pouvoir faire le poids afin qu'il y ait des réformes. Il faut créer entièrement l'obligation de réforme. Même s'il y a nécessité, ça ne signifie pas qu'on est obligé. Et selon vous, on n'a pas besoin de revivre... Non, pas du tout. C'est pas nécessaire. La guerre telle que le souhaite... C'est pas nécessaire. Je retire alors. Sur l'idée, c'était quoi? Non, tu mettais en évidence, c'est ça. C'était une hypothèse parce qu'en relation, vous savez très bien que nous sommes en matière de système international. Et pour changer le système international, on ne le change pas un autre. Et la plupart du temps, il n'y a que le rapport. En fait, quand je dis guerre, c'est pas que la guerre... les rapports de force. C'est pas que la guerre et les armes. Il y a la guerre économique et il y a la guerre cybernétique aujourd'hui. On va finir avec un dernier chapitre, notamment la projection vers l'avenir. Et je vais justement soumettre la question à M. Siredia. Comment voyez-vous le système des Nations Unies dans les années à venir? Bon, dans les années à venir, je pense que je vois une organisation, on va dire, restructurée, refondée, adaptée aux réalités du moment et tenant compte aussi des réalités du moment et en même temps aussi plus efficace et moins de guerres dans le monde et plus de crédibilité vis-à-vis de certains États. Voilà. Marcel Akouti. Je pense que dans les années à venir,
la question de la réforme va s'opérer certainement à plusieurs endroits, mais les questions qui fâchent surtout, la question du droit de veto, les acteurs directement concernés ne sont pas tout à fait prêts à pouvoir abandonner ce droit, ce pouvoir, cette autorité, mais vont nécessairement trouver les mécanismes adaptés pour amener les acteurs qui de plus en plus se révèlent sur la scène internationale à pouvoir se sentir à l'aise dans ce système. Ce sera un système réformé qui pourrait satisfaire ces acteurs-là qui de plus en plus dénoncent le système qui a existé, qui a perduré jusque-là. Allez, on va prendre aussi l'avis de M. Michel Decampos. L'avenir pour l'ONU. Alors, l'avenir pour l'ONU, je pense que ça va dépendre de l'orientation. L'ONU pourra-t-elle survivre? Non, je pense que si elle a survécu jusqu'à cet âge-là, je pense qu'elle a encore de beaux et longs belles années devant elle, et que, qu'on le veuille ou pas, les réformes auxquelles on aspire vont pouvoir se faire parce qu'elles sont nécessaires pour l'organisation. Donc je vois dans l'avenir, que ce soit à court, moyen ou long terme, des tentatives quand même d'ouvrir la voie, d'ouvrir la porte à d'autres États ou à d'autres dynamiques qui permettent de donner, ou tout au moins de donner l'impression, je vais dire, aux États émergents qu'ils font partie du processus décisionnel et que leur mot compte également dans la gestion des affaires du monde, sans que nous n'ayons bien évidemment à aller à une guerre. On va finir avec M. Morgan Assogba Metondi. Oui, je pense qu'ils ont tout dit. Il y aura des réformes, qu'on le veuille ou non, mais il n'y aura pas de réforme autour du droit de veto. C'est pas négociable. Merci à vous, Morgan Assogba Metondi. Vous êtes consultant en géopolitique, directeur du cabinet conseil Morgan Tronic. Merci vraiment de votre disponibilité sur ce plateau, dans ce débat. À côté de vous, je remercie aussi Monsieur Siré Dia, jeune diplomate malien. Très bon retour chez vous. Bien de choses à tous les Maliens. Merci beaucoup et merci au Bénin pour leur hospitalité. C'est nous. Je pense que ça nous ressemble, non? Naturellement. Vous avez visité la place de l'Amazone? Ouais, j'ai même touché l'orteil du monument. Ah, tu n'as pas emporté l'orteil. Allez, Michel Decampos, vous êtes président d'IMDID. Qu'est-ce que ça signifie? International Model Diplomats for Integrated Development. Une organisation de volontariat qui œuvre à rassembler les jeunes dans une dynamique de paix, de construction, du leadership pratique, pas le leadership théorique. D'accord. Vous êtes aussi analyste politique. Merci aussi de votre présence sur ce plateau. Je finis avec M. Martial Akwete, analyste géopolitique. C'est bien ça? C'est bien cela. Merci aussi de votre présence. C'est la fin de cette émission consacrée justement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons abordé sans détour les grandes préoccupations justement qui structurent cette organisation, la représentativité de la composition des Nations Unies, le rôle et l'avenir du droit de veto, l'efficacité réelle du Conseil face aux crises contemporaines et puis la faisabilité politique des réformes souvent évoquées, et puis justement bien d'autres aspects de ce sujet. Merci vraiment de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. À très bientôt.